1979, c'est une année intéressante sur le plan aéronautique, c'est-à-dire que bon, il y a notamment, c'est la première année, vraie année de dérégulation des compagnies aériennes. Malheureusement, c'est la dernière année des Concorde. Ils continuent de voler, mais la chaîne est officiellement arrêtée. Les 2 derniers exemplaires sont vendus pour un franc symbolique ou une livre symbolique aux compagnies aériennes françaises et anglaises. Mais au milieu de tout ça, il y a ce vol par-dessus la Manche d'un avion très très bizarre, il s'appelle le Gossamer Albatros, à la limite franchement hideux, mais qui passionne les gens en ce mois de juin 79, parce qu'en fait on est en pleine crise de pétrole et beaucoup de gens se disent « Ah mais c'est peut-être au fond, pourquoi pas, ça serait rigolo d'avoir chacun son pédalo volant ». Mais derrière ce vol, ce succès, se cache en fait un talent d'ingénieur et aussi de concepteur qui fait que c'est pas pour tout le monde, et en fait ça va être très difficile. Le pilote lui-même, qui n'était pas l'ingénieur, avait dû s'entraîner pendant des mois, et en fait a failli ne pas réussir parce que le vol avait duré plus longtemps que prévu, il avait plus d'eau, il était complètement déshydraté, le pauvre. Et du coup, ça fait la une des grands journaux français et anglais, et tout le monde se dit « Ah bah on va peut-être passer à ça ». En fait, ça restera un peu une chimère, c'est-à-dire que bon, il y aura encore d'autres vols avec soit l'Albatros, soit un autre modèle par un autre concepteur, mais ce sera un peu la fin de l'idée en tant que telle, parce qu'elle sera remplacée très rapidement par l'idée d'utiliser l'énergie solaire. Donc on peut dire qu'à la limite, ce vol en 79, c'est une étape intermédiaire entre l'idée du vol traditionnel et le vol à énergie solaire, donc la recherche d'une énergie alternative. Mais ça a beaucoup amusé le public, ça l'a intéressé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un vol à peu près oublié de nos jours. En fait, c'est presque un gag, on pourrait dire. Bon, il y a déjà vers 1912, vous avez un prix Peugeot, où le constructeur donne un prix pour la Viette. La Viette, en fait, c'est un vélo avec des ailes. Et donc, le premier qui arrivera à s'élever en vélo avec des ailes gagnera le prix. Et effectivement, il y a un brave monsieur, monsieur Poulain, je crois, qui réussit à gagner ce prix. On ne sait pas trop s'il est vraiment élevé de 10 cm ou si c'était une bosse sur la piste qui lui a permis de faire ça. Mais il y a l'idée, et c'est une conception tellement française, la petite reine, on rajoute des ailes, et la France à l'époque, évidemment, est une des premières nations aéronautiques. Mais en fait, évidemment, entre la guerre et d'autres développements, l'idée disparaît. Mais elle réapparaît après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui est très amusant, c'est-à-dire que il y a un prix qui est doté en 1959 par un millionnaire anglais, et qui dit je donnerai, alors à l'époque c'était 10 000 livres, au premier modèle qui fera en fait un tour en 8. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas juste simplement s'élever en ligne droite, il faut pouvoir tourner, il faut pouvoir contrôler l'appareil en question, et à ce moment-là, on peut y arriver. Et en fait, pendant plusieurs années, rien n'y fait. Certaines personnes essayent ça, mais rien n'y fait. Au bout du compte, dans les années 70, le prix il a augmenté, évidemment, parce que entre les intérêts et puis rajouter encore des sous, le millionnaire veut vraiment que quelqu'un gagne ça. Et en fait, il y a en Californie un certain monsieur Macready. Monsieur Macready, c'est un professeur à Caltech. Caltech, c'est un peu comme MIT sur la côte est américaine, ou comme notre super-héros chez nous. Et monsieur Macready a besoin d'argent. Et littéralement, il va se mettre à construire, à concevoir une machine suffisamment légère pour pouvoir être propulsée à pédale, donc volume, littéralement. Et la conception est assez fascinante parce qu'il cherche les matériaux les plus légers, il cherche aussi des volontaires, et pour finir, en 1977, il arrive à en fait faire s'élever un avion. C'est son premier Gossamer, la compagnie s'appelle Gossamer, et il fait son tour en 8. Et du coup, il gagne son premier prix de 50 000 livres, à peu près 100 000 $ d'époque, donc ça fait presque 1 million de francs français à l'époque, donc c'est remarquable. Donc ça lui renfloue ses finances, et évidemment, brusquement, tout le monde fait attention à lui, parce qu'avant, c'était un gentil professeur d'aérodynamique, mais on ne faisait pas trop attention.
Mais entre-temps, le millionnaire dit ah ben, maintenant on va faire autre chose, on va faire un autre prix, traverser la Manche. D'Angleterre en France, et si possible bientôt. Et en fait, le paradoxe, c'est que ça se passe en 79, ça représente les 70 ans depuis le premier vol de Blériot. Et c'est un peu difficile, c'est-à-dire que M. Macready, qui conçoit le Gossamer Albatros, ça va être l'Albatros qui va être son nouveau modèle, se dit oui, la seule façon de réussir à ça, c'est de traverser quand il n'y a pas trop de vent, ou il y a un très léger vent contraire, à peine plus que 2 ou 3 km/h. Et en plus, évidemment, monsieur Macready est un expert en météorologie. Il a une compagnie qui s'occupe de ça, et il remarque notamment que le passage des navires sur la Manche va compliquer les choses. Donc il se dit, comment est-ce qu'on va concevoir ça? Et il finit par réussir. Ce qui est très intéressant, on se dit, mais c'est quelque chose de très bien organisé. En fait, c'est un côté un petit peu bon enfant américain. D'ailleurs, on remarque ça. Monsieur Macready lui-même, il vient le samedi entre ses cours, il rajoute 3 morceaux de Sagex, quelques sparadraps, 3 volontaires des étudiants en général s'arrangent pour aussi mettre 2-3 morceaux de Kevlar et de Mylar, enfin toutes sortes des matériaux qui sont légers. Et enfin, il arrive à convaincre les autorités de le soutenir, et il trouve enfin un sponsor, la compagnie Dupont de Nemours, spécialisée dans les produits chimiques notamment. Et c'est ce qui va lui permettre en fait d'aller de Californie en Angleterre. Mais c'est assez folklorique, dirons-nous. C'est-à-dire qu'il obtient la permission, par exemple, d'un commandant de la base de Nellis aux États-Unis, qui est une base en fait relativement secrète. J'ai besoin de mettre mon chariot là avec l'avion dedans, vous permettez? Oui, garez-vous. C'est là qu'on dirait qu'il y a encore un côté très bon enfant qui n'existe pas plus tard. L'équipage de la Royal Air Force qui arrive dans un gros cargo pour chercher ça, ils ne savent même pas que c'est ça qu'ils devaient embarquer. Alors des coups de fil, etc. Et enfin, il y a notamment un des chariots est beaucoup trop grand. Alors littéralement, ils doivent scier le chariot pour le faire entrer dans l'avion. Donc c'est assez fascinant. Et tout ça, c'est consigné dans un journal technique qui fait presque plus journal de bord, mais journal de voyage un peu. On a fait ci, on fait ça. Ah, les Anglais nous ont offert une tasse de thé, c'était gentil. Voilà. Il y a beaucoup plus un côté presque humain qui en fait fait que un truc qui est en fait très complexe est en même temps très attrayant. Et c'est ainsi que, au mois de mai, on retrouve M. Macready et son pilote en Angleterre, et qu'à partir de là, ils attendent les jours idéaux pour pouvoir essayer de voler. 2 semaines se passent, il y a toujours un petit peu trop de vent ou trop de nuages, c'est le printemps après tout, et brusquement, au mois de juin, il y a effectivement une ouverture pendant laquelle le vol se fait. Ce vol fait 2h49, 2h50 minutes environ. Ils avaient prévu que ça n'allait pas durer plus de 2 heures. Et en fait, ce n'est que grâce à sa volonté que le pilote a vraiment réussi. C'est pas quelque chose qu'ils ont répété. Ils ont fait plusieurs vols plus tard avec le 2e exemplaire de ce Gossamer Albatros, mais à ce moment-là, la NASA s'y intéresse, veut savoir, et ce sont des vols d'études et non plus des vols de démonstration. Mais entre-temps, M. Macready a gagné son prix. Et c'est ce qui fait que nous avons maintenant, en fait, non pas un Gossamer, mais 2 Gossamer dans les musées américains, notamment au Smithsonian. Le premier, le Condor, qui avait fait son vol en 8, et le second, l'Albatros. Il y a une suite, mais ce n'est plus une suite nécessairement basée sur l'effort humain. Il y a ce qu'on pourrait dire, à la limite, c'est le prochain Gossamer, c'est un des premiers avions hybrides. C'est-à-dire qu'une petite pile qui permet d'emmagasiner l'énergie et qui fait qu'il y a moins d'efforts à faire. Et cette pile hybride est combinée avec certains panneaux solaires qui fait que vous avez un premier vol d'avion solaire vers 1980. En fait, le prototype en 79 est d'abord piloté sans les panneaux solaires par le fils cadet de Macready. Il a 13 ans. Et pourquoi faire confiance à un gamin de 13 ans? Ah ben non, il pèse moins. Plus tard, ce sera une pilote qui en fait va piloter l'avion en 1980. Et après ça, M. Macready continue de faire des dessins, de faire des propositions, mais il y a aussi beaucoup d'autres compagnies et d'autres groupes scientifiques qui s'y intéressent, mais c'est plus axé sur le solaire.
C'est là que l'on voit en fait cette espèce d'effort intermédiaire de chercher des énergies alternatives pendant la crise du pétrole. Et ça marque non seulement 79, mais l'époque où vous avez ces vols à énergie solaire qui commencent à arriver. Ça marque aussi l'époque de 1980-81, qui est une époque économique très difficile, tant en Europe qu'aux États-Unis. Inflation à 12, voire 15%, prix du pétrole qui flambe. 1980 reste une des années les plus noires pour le transport aérien. Alors voir cette tentative de chercher des solutions, même s'ils n'ont pas encore vraiment trouvé une application directe, c'est là qu'on voit la première impulsion dans cette direction-là. Alors, il y a eu un effort, on pourrait dire constant, mais lent, et c'est en partie parce que c'est une énergie l'énergie solaire, on croit la connaître, mais en fait, on n'arrive pas vraiment à l'emmagasiner. Je crois qu'on a quand même fait des progrès. En 79, on pouvait emmagasiner seulement 5 à 10% de l'énergie solaire dans des batteries. C'était le grand maximum. Donc, c'était pas efficace. De nos jours, on est beaucoup plus près de 15, 20, certains affirment voire 25%. Donc, c'est ce qui permet, par exemple, d'avoir votre petit luminaire dans le jardin qui sera à l'énergie solaire, qui pourra emmagasiner une petite pile. Mais on n'est pas encore suffisamment près de quelque chose d'assez gros pour pouvoir propulser un avion. Faire un hybride, c'est peut-être possible, mais en fait, il faut encore beaucoup plus de recherche de base scientifique avant de pouvoir se mettre à la recherche appliquée. Donc, je dirais que c'est une combinaison de facteurs. Un des autres facteurs, c'est qu'en 1980-81, tous ces calculs que, par exemple, M. Macready avait fait, c'était encore, avec une Texas Instruments, une calculatrice de base scientifique, mais avec des ordinateurs, en fait, d'introduction. Il n'y avait pas encore accès à ce auquel on a accès de nos jours. Et ce qui fait que l'informatique, les progrès de l'informatique nous permettent en fait peut-être de projeter des nouveaux progrès, notamment en faisant une nouvelle aérodynamique, des ordinateurs qui pourraient contrôler la stabilité de ces avions. Les deux Gossamer, par exemple, étaient très instables. Ce qui permettait de ne pas s'écraser, c'était en fait que les ailes étaient tellement larges, donc ça permettait quand même un certain contrôle. Donc, en fait, c'est une série de découvertes et une série d'inventions qui sont nécessaires pour pouvoir faire le progrès suivant.